Hélène Buzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. 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 Bon, on a eu droit à des excuses de Paul Saint-Pierre Plamondon hier, du bout des lèvres quand même, mais des excuses, tout le monde en parle, pour tenter de remettre peut-être un peu le couvercle sur la marmite. On va l'entendre, on va entendre ce qu'il a dit. Mon intention, qui est de manifester une inquiétude sincère par rapport à l'avenir de notre écosystème culturel québécois en français, était devenu un tout autre débat, à savoir pourquoi PSPP est si méchant avec le milieu culturel, puis c'était pas ça mon intention, donc je m'en excuse si c'était des mots trop durs, j'y referai différemment. Est-ce qu'il a remis, Hélène, le couvercle sur la marmite? Je suis pas certaine de ça. Il a fait vraiment ce qui est le minimum en matière d'excuses. Dire si j'ai heurté des gens, je m'en excuse, mais sur le fond, il demeure convaincu de la justesse de son propos. Et je pense que si il y a quelque chose qui continue à agacer, c'est que ce qu'il soutient, en fait, que Ottawa par le truchement de ses subventions dans le milieu culturel, présiderait une forme d'opération de destruction ou en tout cas d'aplatissement de la culture québécoise. On le voit pas tellement. Et encore une fois, dans son entrevue, il parlait de critères idéologiques qu'appliquait Ottawa, mais à aucune reprise, il n'est capable de donner des exemples de ça. En fait, le seul exemple qu'il fournit, il a parlé dans le milieu du cinéma, des critères de diversité raciale, il a parlé de racialisme. Je ne suis pas certaine pour le milieu du cinéma, mais c'est vrai qu'Ottawa impose ce genre de critères depuis quelques années, par exemple avec ses organismes subventionnaires de la science humaine, etc. Mais ce n'est pas propre à l'identité canadienne, ce n'est pas propre au Canada. C'est ce qu'on pourrait appeler les EDI, là, équité, diversité, inclusion. On voit ça un peu partout en Occident. C'est en train d'être remis en question. Certains appellent ça le wokisme. Et donc, il y a une espèce de confusion des genres et faisant en sorte que le milieu culturel est happé par ça, mais on n'est pas sûr de comprendre son argumentaire, finalement. Chantal puis Paul, ensuite, est-ce que vous avez acheté les excuses de Paul Saint-Pierre Plamondon, Chantal? Si ça nous permet de commencer à parler des vraies affaires, c'est-à-dire la découvrabilité, par exemple, des produits, c'est un vrai débat, ou le rôle des GAFA dans l'écosystème culturel québécois, j'accepterais n'importe quelle excuse pour qu'on passe à des choses plus sérieuses. Parce que ça n'a pas avancé le débat, ça n'a pas avancé le Parti québécois avec les organismes culturels, mais il y a des sujets qui sont drôlement plus importants et dans lesquels le Parti québécois pourrait contribuer autrement qu'en disant que c'est la faute du fédéral. Ce qui est extraordinairement simpliste et qui passe à côté de la question. Oui, Paul, c'est vrai qu'effectivement. Puis ensuite, monsieur Saint-Pierre Plamondon, hier, s'est excusé. Puis il a dit oui, mais il y a des problèmes quand même avec la recherche universitaire, avec Radio-Canada, toujours dans le milieu culturel. Qu'est-ce que ça vous dit sur la façon dont il aborde cette question-là? Bien, les problèmes par rapport au milieu culturel, je comprends qu'il y a peut-être parfois certains artistes qui peuvent être un peu agacés lorsque, dans leur demande de bourse, ils doivent correspondre à certains critères avec l'équité, la diversité et l'inclusion dont parlait Hélène. Mais ça reste des cas assez limités et c'est vraiment un tout petit aspect du vaste portrait d'ensemble. Et le portrait, il y a la question du financement, pour laquelle le Québec n'est pas trop à plaindre parce qu'il ne reçoit plus que sa part démographique. Mais il y a l'autre aspect du pouvoir décisionnel parce que tout ce qui est télécommunication, ça relève du fédéral. Et c'est normal que le Québec est encore dans le Canada, donc que ce soit géré par le fédéral, mais le Québec a des demandes. Je ne suis pas sûr qu'on voudrait rapatrier tous ces pouvoirs-là, parce que si on rapatrie les pouvoirs, on va avoir l'entièreté des sommes et ça sera difficile à négocier. Mais à tout le moins, on voudrait que, pour les sujets de compétences culturelles, que le Québec soit écouté. Il l'a été parfois avec les ministres du patrimoine ou de la culture qui venaient tous du Québec, mais pas beaucoup en ce moment, sur les questions très, très importantes, même on pourrait dire névralgiques, décisives pour l'avenir de la culture québécoise dont parlait Chantal. Et il y a des demandes très claires en ce moment qui viennent du ministre Lacombe et on n'a pas l'impression qu'il est écouté. Pourquoi? Parce que la culture, c'est un enjeu secondaire en ce moment au fédéral,
tout est analysé par le prisme des négociations avec les États-Unis, des enjeux diplomatiques et commerciaux. Et en ce sens-là, la culture québécoise n'est pas une priorité. Et plus il y a de gens au Québec qui en parlent en même temps, d'une seule voix, en faisant porter les mêmes revendications, c'est ça qui est nécessaire en ce moment. Bon, ces commentaires-là de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a dominé les manchettes pendant quelques jours. Est-ce qu'il y a un voyant jaune là-dedans? Est-ce qu'il y a un avertissement, Chantal, de faire plus attention, d'être plus prudent sur la forme? Les sondages le placent en avance depuis plusieurs mois. Il pourrait être le prochain premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, et Pierre Poilievre pensait la même chose et pensait qu'il pouvait se permettre toutes sortes de choses du même ordre à cette date-ci l'an dernier. La vérité, c'est qu'en campagne électorale, parler sans réfléchir ou se lancer en parlant trop fort, ça lui aurait coûté 4 jours de campagne. Alors, ça se perd, une campagne électorale, entre le jour 1 et le dernier jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus souvent qu'autrement, quand il y a du changement dans une campagne électorale, la personne qui gagne commence pas en avance. Ce qui veut dire que la personne qui commence en avance et qui est plus scrutée que les autres n'a pas de journée à perdre pour se rendre au fil d'arrivée. Alors oui, il y a un avertissement là-dedans. Hélène? Oui, bien en fait, je pense que, je l'ai déjà dit, je pense que ça sert de révélateur un peu de cette personnalité de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est quelqu'un qui a tendance à être un peu belliqueux, même quand c'est peut-être pas nécessaire, une certaine rigidité idéologique, faisant en sorte qu'il applique tout le temps la même grille d'analyse à toutes les situations, même comme on le voit en milieu culturel, où ça s'applique pas nécessairement complètement. Alors, ce sont peut-être des caractéristiques auxquelles il doit faire attention parce que ça pourrait lui être reproché. Et moi, je suis d'accord avec Chantal sur la comparaison avec M. Poilievre. Ce qu'on n'a pas aimé de M. Poilievre, en tout cas, ce que les électeurs ne semblent pas avoir aimé, c'est ce côté hargneux, faisant en sorte qu'il se mettait beaucoup de gens à dos en traitant les maires d'incompétents, les lobbyistes qui servent à rien, etc. Et on semble aller un petit peu dans cette direction pour M. Saint-Pierre Plamondon et c'est généralement pas très gagnant. Bon, un autre qui a offert un peu une forme d'excuse aussi hier que j'ai reçu aux coulisses du pouvoir, c'est Mark Miller qui disait peut-être que j'aurais pas dû dire ça, que j'aurais pas dû tenir ces commentaires-là la première journée, mais en même temps, il profite de l'occasion pour en remettre une couche. Lui qui était sur la défensive en début de semaine passe à l'offensive. Paul, on va écouter la réaction, puis je veux savoir ce que vous en pensez. On ne s'attend pas à de la loyauté d'une communauté qui, justement, doit rayonner de par sa liberté. Moi, je ne demanderais jamais à un artiste québécois, canadien, de me faire preuve de loyauté. Donc, ce n'est pas un politicien de dicter la loyauté. Paul, la semaine passée, M. Miller était en début de semaine, ça n'allait pas très bien. Là, on dirait qu'il profite de l'occasion. Il se rend compte que PSPP est peut-être un peu sur la défensive. C'est comme ça qu'on le voit? Oui, puis je pense que M. Miller a un certain talent pour faire sortir ses adversaires de leur gonds. Je ne sais pas si c'était l'objectif de sa sortie, mais je noterai quand même qu'il y a peut-être une nuance qui a échappé à M. Miller, que le chef péquiste ciblait les organismes culturels et non les artistes eux-mêmes. Il n'exigeait pas la loyauté des artistes, même si ces mots étaient terriblement mal choisi, même si M. Saint-Pierre Plamondon laissait entendre que les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient soit des traîtres ou des imbéciles. Il ne ciblait pas les artistes eux-mêmes, contrairement à ce que laisse entendre M. Miller. Mais je ne crois pas que les convictions profondes de Miller vont changer par rapport à la langue française. Ses opinions sont partagées par une partie du caucus libéral. Puis, j'ai pas l'impression non plus que son premier ministre voit les choses d'un œil si différent. Ouais, Chantal puis Hélène ensuite, est-ce qu'on voit quelque chose dans les commentaires de M. Miller? Il y a des excuses là-dedans ou on en profite pour en remettre un peu parce qu'on sent l'adversaire sur la défensive? Possiblement, mais à la fin de la journée, il y a deux perdants dans le débat de la semaine dernière, M. Miller et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un débat que l'un et l'autre ont franchi des lignes sans bonne raison pour dire un peu n'importe quoi, et c'est vraiment ce qu'ils pensent, c'est vraiment pas très impressionnant. Cela dit, et Paul met le doigt dessus, là, le problème
du ministre Miller, comme le problème des milieux culturels au Québec, ça va être Mark Carney et pas nécessairement le ministre. Parce que sur la question numérique, on ne peut pas dire que Mark Carney a montré une grande sensibilité au débat sur tous les enjeux québécois. Au contraire, il s'est débarrassé de la taxe sur les produits numériques. Et j'ai pas l'impression, moi, que ça va être facile pour M. Miller de rentrer dans le bureau de son boss en disant « Boss, il faut qu'on se batte contre les États-Unis sur la découvrabilité. » Il est tellement pas là-dedans. Il y a des ministres précédents, Mélanie Joly pour en nommer une, Stephen Guilbeault, qui avaient des sensibilités réelles là-dessus, mais ça va être beaucoup plus compliqué s'il faut en plus éduquer le ministre. Oui, Hélène? Mais en plus, aussi, il faut quand même remettre le contexte. Et aussi, il faut rappeler que Ottawa a essayé beaucoup de choses et s'est buté à beaucoup d'obstacles de la part des géants eux-mêmes. Par rapport, par exemple, à Facebook, les nouvelles qu'on voulait monétiser pour les médias, Oui. Facebook a juste dit « tant pis, j'en mets plus ». Et il y a un autre élément qu'on oublie souvent, mais à la suite du projet C11, du projet de loi C11, pardon, faisant en sorte qu'on élargit à l'univers numérique les anciennes règles qui existaient sur le financement de la production par ceux qui en bénéficient, eh bien, cette règle-là est entrée en vigueur. On prévoit que les géants numériques ils doivent consacrer 5 % de leurs revenus canadiens à la production canadienne. C'était supposé rentrer en vigueur l'année dernière et c'est en ce moment suspendu parce que c'est contesté par ces géants numériques-là devant les tribunaux. L'appel en Cour fédérale a eu lieu cet été. On attend encore une décision. Alors, il y a aussi ça. Ottawa ne s'assoit pas non plus sur ses mains, mais c'est qu'à chaque fois qu'ils essaient quelque chose à Ottawa, eh bien, ils frappent un mur. Alors, il y a ce contexte-là qui est quand même important à prendre en compte. Ouais. Puis, si je peux me permettre d'ajouter rapidement, c'est justement pour cela, du point de vue québécois, qu'on veut ajouter à la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO l'univers numérique en se disant que ça pourrait aider la cause du Québec et du fédéral devant les tribunaux. Écoutez, je ne sais pas de quelle façon, à quel point ça serait une influence décisive, mais ça ne nuirait pas. Et M. Carney, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas en faveur. Chantal? Oui, je comprends là, qu'il y a des problèmes devant les tribunaux, mais la personne qui a décidé d'enlever quelque chose qui existait, la taxe sur les services numériques, s'appelle quand même Mark Carney, il s'appelle juge de quoi que ce soit, et ça envoie un puissant signal que c'est pas un champ de bataille sur lequel le premier ministre actuel veut mettre du capital, parce que les États-Unis, même sous Joe Biden, avait des gros problèmes avec ce genre de mesures-là et répondait à ces lobbies-là de façon plutôt automatique. Oui, effectivement. Alors, on va y revenir dans le courant des prochaines semaines, j'en suis sûr. Je vous amène à Québec. Là, il y a Bernard Drinville aujourd'hui qui a mis une nouvelle brique dans la vision économique du gouvernement Legault. Il veut ramener à moins de 3 ans le délai entre le dépôt d'un avis de projet et son autorisation par le ministère de l'Environnement. On veut des mises en chantier essentiellement plus rapides. On va écouter Bernard Drinville. Moi, je pense que cette procédure-là va permettre l'accélération des projets économiques parce qu'on va être beaucoup plus efficace. Mais je pense que le processus de protection environnementale ne va pas en sortir diminué ou affaibli. Je pense que la force de nos exigences environnementales est maintenue, puis à certains égards renforcée. Puis là, demain, on dépose l'équivalent québécois de C5 pour accélérer les grands projets. Est-ce que c'est nécessaire, Paul, d'aller dans cette direction-là? Bien, il y a deux choses différentes. Ce que M. Drinville a proposé aujourd'hui, c'est pas un changement très radical. Il note, et c'est quelque chose qu'on avait aussi entendu au niveau fédéral, que les promoteurs, quand ils déposent leur projet, de façon préventive, on leur demande de répondre à toutes les questions imaginables qui existent sur l'environnement, puis ensuite, ils doivent répondre à 4 ou 5 différents ministères, comme ou les gens responsables de la santé publique, les affaires municipales, l'agriculture, puis ça cause des délais inutiles. Et si on écourte ces délais en rendant la machine bureaucratique plus efficace, sans modifier les normes environnementales elles-mêmes, je pense que c'est quelque chose qui peut passer assez bien. L'autre mesure, le Q5, analogue à ce qui se passe au fédéral, là, on parle de quelque chose de différent. C'est pas d'aller plus vite avec la bureaucratie, c'est de pouvoir peut-être suspendre des normes environnementales pour accélérer un nombre limité de projets choisis par le politique.
Et ça, on verra ce que Québec précisément dépose demain, mais ça, c'est plus controversé. Oui. Chantal, l'équivalent fédéral n'a pas été utilisé encore. Est-ce que c'est nécessaire pour Québec d'aller dans cette direction-là? C'est néanmoins un produit naturel de la loi C5, c'est-à-dire le gouvernement fédéral se donne le pouvoir de suspendre des lois. Québec dit, nous, on veut être responsable des normes qu'on applique, donc on se donne les moyens de faire la même chose que le fédéral et de le faire, dans le premier cas, là, dans le cas de l'annonce d'aujourd'hui, plus rapidement, ça c'est dans la logique totale des choses et on verra à l'usure, ça pourrait fonctionner. Il ne faut pas dire avant de commencer que c'est impossible de raccourcir les délais. Mais dans la mesure où le gouvernement fédéral se donne même dans le budget, il donne même à ses ministres le droit de suspendre à peu près n'importe quelle loi, sauf dans le code criminel, c'est encore gentil, si ça facilite quelque chose. J'ai hâte de voir le projet de Québec, mais il ne pourra jamais aller aussi loin que les pouvoirs que M. Carney voudrait donner à ses propres ministres. Oui. Hélène? Oui, faisons attention sur cet élément-là dont Chantal parle. C'est quand même, on est dans un contexte très particulier, ce qu'ils appellent les bacs à sable réglementaires. Je vous laisserai aller lire sur le sujet. Mais c'est essentiellement de voir que parfois la réglementation n'a pas suivi la technologie et donc on va suspendre la réglementation actuelle pour permettre des innovations. On nous donne l'exemple du drone qu'on voudrait tester. La réglementation actuelle ne prévoit pas des appareils qui ne sont pas conduits par des humains. Et là, on se dit, bon, ben, on va suspendre la réglementation puis on essaye autre chose. Je ferme la parenthèse. Il faut quand même remarquer qu'il y a une tendance lourde à travers le Canada, pas seulement à Ottawa, d'aller vers ce genre d'allègement réglementaire. Doug Ford, en Ontario, a fait la même chose en disant « Je me réserve le droit de désigner une zone stratégique d'investissement dans laquelle je pourrais suspendre n'importe quelle loi pour favoriser l'attrait d'investissement. » En Colombie-Britannique, qui est un gouvernement non pas conservateur dans ce cas-là, mais néo-démocrate, on a adopté 2 lois pour faciliter et accélérer des projets d'hôpitaux, de construction d'écoles, mais aussi des projets d'énergie propre. Le C5 au fédéral, maintenant ce qui se passe à Québec. Je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience collective au Canada que peut-être il y a une réglementation un peu lourde qui ralentit les choses et il y a un désir d'alléger les processus. Est-ce qu'il y aura des pots cassés en cours de route? C'est probablement à l'essai qu'on va le constater, mais Québec n'est pas seul là, dans cette orientation. Oui, donc je vous entends dire il y avait peut-être lieu de réduire ou d'organiser l'évaluation environnementale de meilleure façon pour l'accélérer. Est-ce qu'il y a des risques de glissement, par contre, dans l'idée d'accélérer ou de mettre de côté certaines règles, Paul? Oui, bien, dans ce que Hélène a décrit, le fameux bac à sable, la justification, comme elle l'a dit, c'était l'innovation. Si on a de nouvelles technologies, on ne veut pas freiner leur développement en les soumettant à un cadre réglementaire adopté avant leur existence et non adapté à elles. Par contre, le fédéral se donne des pouvoirs spectaculairement grands et inédits parce que là, cette mesure ne s'applique plus seulement à l'innovation, elle s'applique à la compétitivité et à la croissance économique. Pas mal, il n'y a aucune mesure à ma connaissance de décroissance économique dans le budget présenté ainsi. Donc, en gros, ça s'applique à n'importe quel ministre sur n'importe quel sujet. C'est assez vaste. Et on pourrait, à contrario, se demander jusqu'à quel point ça sera efficace, ce genre de mesures-là. Je vous donne l'exemple de la loi 61 ou 66, pardonnez-moi là, ma mémoire, adoptée par le Québec durant la pandémie, qui devait accélérer certains grands projets. Puis finalement, je ne dis pas que son effet a été à tout le moins modeste. Oui. Chantal, il nous reste une vingtaine de secondes. C'est important, ça, ou c'est du message politique? Ça aide à faire avancer la cause du gouvernement? Quand c'est écrit dans un texte de loi budgétaire, n'importe quelle loi du Parlement du Canada, sauf le Code criminel, là, ça ne dit pas réglementation, ça dit bien un act of parliament. J'ai lu la version anglaise, excusez-moi. Ça ratisse quand même extraordinairement large. Et on le voit là avec les milieux humides, l'histoire de voir aujourd'hui, il y en avait des règlements en place. Ça n'a pas empêché ce qui est en train d'arriver. Oui, on va surveiller ça. Effectivement, c'est dans le gros projet de loi budgétaire. On en a manqué des bouts, je pense. C'est mes collègues du Toronto Star qui l'ont souligné, celle-là. C'est tout le temps qu'on a. Hélène, Chantal, Paul, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir.